Bonjour, bienvenue à tous dans cette table ronde sur les nouveaux modes de financement de la télémédecine. L'éternel serpent de mer, l'éternelle question posée chaque année dans tout lieu, tout temps, tout endroit de réflexion sur la télémédecine ou la télésanté. Comment rémunérer des actes de télémédecine? Quels professionnels sont concernés? Et puis pour les payeurs par les temps qui courent, eh bien comment arriver à faire des économies en développant de la télémédecine? Et comme on est ici à Castres, dans une université d'été internationale, eh bien on a eu envie d'aller voir comment se passent les choses à l'extérieur, hors de chez nous. Est-ce que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin? Est-ce que l'on peut s'inspirer de ce qui se passe là-bas? Et on a la chance et le plaisir d'avoir avec nous, parmi nous, grâce à Skype, Lior Wolf, donc, qui est directeur de la branche de santé e-santé de Clalit en Israël. Alors Clalit, pour vous résumer rapidement, Clalit est une structure de santé. Elle est à but non lucratif, elle assure une mission de service public. Elle gère en Israël 14 hôpitaux, 1400 cliniques ou centres de santé. Elle emploie 7500 médecins, 1300 pharmaciens, plus de 11 000 infirmières dans cet établissement. Donc vous voyez qu'on est sur un acteur quand même majeur du service de public de santé en Israël. Et vous allez voir avec lui, ils ont des expériences extrêmement innovantes en termes de télémédecine, en termes de business model. On entendra aussi autour de cette table Sarah Meunier, qui a un nom qui est trompeur, puisqu'on pourrait croire avec ce nom qu'elle est 100% française, mais en fait elle est 100% suédoise. Sarah Meunier travaille au service des autorités locales et des régions, pour faire très simple, et ces dernières développent en ce moment un vaste plan de télémédecine, un vaste plan d'architecture informatique pour relier tout le monde, avec l'espoir d'arriver, entre autres, à zéro papier à terme, et donc à des économies extrêmement importantes dans le système de télésanté. Léonard, qui est à nos côtés également, qui lui vient de Catalogne, où il enseigne. Il est enseignant à l'université de Mataró. Il est habitué de ces journées de télésanté et télémédecine depuis de nombreuses années. Observateur, bien évidemment, de tout ce qui se passe côté télésanté et télémédecine en Catalogne. Et il nous donnera 2 exemples également de solutions que développe la Catalogne sur... C'est lui qui nous expliquera le business model qui a été choisi. Côté France, peut-être cette fois-ci, Clémence Mimpin est avec nous, adjointe à la chef de bureau, coopération et contractualisation au ministère des Affaires sociales. Et elle nous dira aussi comment, du côté ministère, on envisage des business models pour la télémédecine, télésanté. Et puis Annabelle Dunbavant, qui est conseillère auprès de la présidence de la Fédération nationale de la mutualité française. Elle est médecin de formation et elle nous dira côté mutuel également comment on regarde tout ça. Mais je voudrais tout de suite qu'on parte à Tel Aviv en Israël rejoindre Lior Wolf donc de Clalit, qui est un acteur, je vous rappelle, donc historique sur la santé en Israël. Il soigne à peu près un peu plus d'un Israélien sur 2 et on va rentrer, Lior Wolf, si vous le voulez bien, directement dans le sujet avec cette innovation qui concerne les urgences, notamment les urgences pédiatriques, car si je suis un parent angoissé la nuit, le week-end, et que je vois des rougeurs sur les fesses de mon bébé, eh bien, je peux avoir un médecin sur mon ordinateur en ouvrant une application sur ma tablette, mon smartphone, mon ordinateur. C'est comme ça que ça marche, Lior? Yes, pretty much this is how it works. I wouldn't categorize it as emergency medicine because, you know, if the child is not breathing, then, you know, I would imagine the parent would call an ambulance. But there's a great number of cases. I mean, the majority of cases is not a risk to life. It's just high fever or a strong stomach ache or a child not feeling very well or some sort of trauma that is not life-threatening. And you're far away and clinics are closed and you really, especially first-time parents, you would want to speak to someone without having to drive out in the rain for 2 hours or without actually leaving the house because, let's face it, the emergency room is not the best environment for a child. And we've initiated a service that's called Pediatrician Online 4.5 years ago. And it is run medically, it's run by the Schneider Hospital for Children in Israel, which is pretty well known worldwide when it comes to pediatric medicine.
And the service is only staffed with board-certified pediatricians. And our aim from the very start was to let the parents consult with physicians that have access to the child's medical record. And what we've increasingly added to it in the past year and a half was the ability to have this whole interaction with the physician via video chat, because everybody is using, everybody's having one of these in their pocket, and it proved immensely successve because, well, normally in Israel, if it's after hours at the weekend, you can find out-of-hours clinics and all sorts of solutions, but they're not staffed with board-certified physicians. And this is what we were able to offer parents at Clalit. And we've seen an increasing rate of usage. I mean, we've started out, I mean, the first year we've actually served about 70,000 children, and then steadily increased, and we're now serving about 100,000 children a year. And the rate of, two interesting points that we've seen is that we've started out this service with great trepidation because, of course, we have a physician in our panel, but, you know, doctors usually tend to not like new things. And everybody said, well, you can't do medicine this way. You have to touch the child. And lo and behold, if you find a physician that is clinically a figure, someone that can take it upon themselves to write the protocols, to initiate the service, it turns out that you can do a hell of a lot more. And we've started out just saying, okay, you're a worried parent and you want to know whether you need to take your child to the emergency room or you can wait until the next morning. And we've steadily increased the range of services that we're giving. And indeed, we saw that the number of referrals dropping over a 5-year period and the number of prescriptions going up. And we've now reached a stage where 78% of all interactions are dealt with online. And of course, there are many things that we cannot do. But yes, please go on. Yes, Lia, on peut expliquer donc effectivement, moi avec mon smartphone, je peux voir un médecin urgentiste et lui demander un avis. De l'autre côté de l'écran, bien sûr, le médecin me voit mon enfant, et il voit également le dossier informatisé de l'enfant. Yes, I think the main thing is not that you can see the physician, but rather that the physician can see you and the child, and he can see whether the child is lively or apathic, and he could see if the child has the kind of rash that we don't want to see, and if it goes away when you press it. And he can actually speak with the child if the child is talkative or not. And the other main thing is that we now have the physicians working on the child's medical record itself. So this is something that was not available in years past, and I mean the parents really vote with their smartphones. You know, we're increasing service all the time. Est-ce que cela se traduit par une diminution importante de présentation des enfants dans les services d'urgence? Yes, many fewer children actually go to the hospital because we're surveying the parents that come into the service and continually surveying them. And 40% of parents, you know, I don't know if you know the notion of the Yiddish mama, the Jewish mother. So 40% of mothers and fathers come into the service say, please give me a referral to the ER. And 20% do get a referral to the ER because they thought, you know, they meet the criteria, and we refer them to the ER. We send the referral to the ER ourselves,
and we also email it to the parents. Out of these, in reality, about 10 or 12% actually reach the ER, because many times the child just feels better, or the panicked father is calming down, or the fever goes down, or the tummy ache goes away. But the other 20% who come into the service and ask for a referral to the ER have their clinical needs met within the service. And this for us means a hell of a lot of money saved. And I think we want to have the children that need referral to the ER get to the ER, but we don't want the ones that don't need to go to the ER go to the ER. That costs us a lot of money. Justement, on voit donc cette diminution très importante, très significative que vous nous dites du nombre d'enfants présentés aux urgences. C'est une première chose, donc des économies, et vous le dites très justement, très importantes réalisées à ce niveau-là. Est-ce que pour les parents, cela change quelque chose? Est-ce que je paye différemment selon que je passe d'abord par votre service d'urgence par téléphone, ou si je vais directement à l'hôpital apporter mon enfant alors qu'il n'y en avait pas forcément besoin? Okay, so as I said, we're surveying the parents. So we're asking the parents, what would you have done if the service was not in existence? And they say we would have gone to the ER. So we've successfully built something that prevents unnecessary ER visits. This is, by the way, it's also good for the hospitals, not just for the parents. And we've also managed to, I think, we're actually meeting a need, because today's parents don't want to rush with their children to the emergency room. They don't think it's a good place for their children. Mais ma question était, est-ce que, en tant que parent ou en tant qu'adhérent à Clalit, est-ce que je paye la même somme si j'utilise ce service ou si je vais aux urgences? Okay. So the service is free because primary medicine at Clalit, which is gynecology, family medicine, and pediatrics, is a free service. You can see your family physician or your pediatrician as many times as you want, and you don't pay for it. It's provided for free under the Universal Healthcare Act of the way the Israeli healthcare law runs. So we don't charge for that. On the other hand, if you go to the ER and you're not admitted, then you have to pay. You have to pay a lot of money. So if you go to the ER without a letter of referral from a physician, then you have to pay. So, of course, parents come to us to find a solution, and also some of them come to looking for a letter of referral, and they get it if they meet the criteria. They don't get it if they don't meet the criteria. We're very strict about it. Ça, ce sont donc pour les urgences pédiatriques. Hein. Si j'y vais et je ne suis pas admis, que ce n'était pas nécessaire, je vais payer très cher. Donc j'ai intérêt de passer par ce premier filtre et de voir s'il y a une réelle urgence envers mon enfant. Est-ce que ce système, demain, pourrait être développé sur d'autres pathologies, d'autres urgences ou d'autres services? Un système de filtre quelque part? Well, I don't think, I know. We actually have working plans to expand the service to dermatology and to pregnancy and many other fields, because there's quite a lot of medicine that can be done without the presence of you, the patient, in an office where the physician has to touch you. Of course, there are instances where you need to be touched, you need to be prodded, and you need to be checked. And we can't help in this situation. But there's so many things that you can do via telemedicine. And the funny thing is
that the service we're providing, which is provided, I think 40% of it is provided to what we call the periphery, places that at least two and a half, 3 hours driving from the next hospital, where you have absolutely no other solution, be it at night or over the weekend or something. And we've served over 1,000 different localities in the past 4.5 years. So when I look at it, it's a great initiator of equality of medicine, not only of quality of medicine, and of course very accessible, because the same physician sitting in, doesn't really matter where they sit. Our physicians sit at home and they have everything around them and they can give service to any part of the country. The regulator, the Ministry of Health, doesn't see it that way, and we could have given service in many different fields, and we're actually being blocked by the Ministry of Health, who, on the other hand, is asking us to provide services that are brick and mortar. And what I'm saying is, you don't really need to build a new clinic far away in the desert, or far away in a settlement, or far away in a town. You can provide most of the service via telemedicine. It's cheaper and it's more viable. Merci Lior de toutes ces explications, c'est passionnant donc ce système que vous avez développé en Israël. Vous restez avec nous, on va entendre les autres intervenants d'Israël. On va partir vers la Suède sous d'autres climats avec Sarah Meunier. Prenez le micro, Sarah Meunier. Est-ce qu'un système d'ailleurs comme celui-ci d'urgence avec un premier filtre est imaginable, ou peut-être existe déjà en Suède? Si je ne passe pas le filtre et que je vais directement aux urgences et que ce n'était pas justifié, je paye très cher. Oui, en Suède, quand je entends d'Israël, je me dis que nous avons beaucoup de points en commun avec la Suède aussi. Nous avons aussi des systèmes de services pour les citoyens pour pouvoir contacter par Internet ou par téléphone ou par télémédecine. Avant, on va physique dans un rendez-vous en Suède pour déjà pouvoir avoir des conseils avec le médecin. Et là, on a aussi vu que le rendez-vous physique chez l'urgence, ça diminue après qu'on a mis ce service en place. Et ça c'est aussi beaucoup plus efficace. On gagne l'argent avec ce service. Et le citoyen est très content de pouvoir avoir les conseils à la maison avec les enfants ou pour moi-même si je suis malade. Ça, c'est un point en commun avec la Suède. Une même logique. Alors un point en revanche qui est très différent avec la Suède, c'est qu'en Suède, le système de santé repose extrêmement sur les régions, sur les collectivités locales. Et là, on a 21 régions qui ont décidé de s'unir pour baisser les dépenses de santé, c'est une vraie dépense, et pour faire une infrastructure commune. Pour faire quoi, très concrètement? Oui, exactement. Nous avons 21 régions qui sont de responsabilité de la santé, mais on a déjà aussi le ministère qui a déjà en 2006 mis une stratégie nationale pour la santé. Avec cette stratégie, toutes les régions ont mis leur stratégie ensemble avec ça. Et comme ça, ils ont dit qu'on va collaborer ensemble, les 21 régions, pour avoir le résultat pour cette stratégie. Et ils ont mis 5% de leur budget informatique, ça correspond à peu près 45 millions d'euros par an pour collaborer ensemble et diminuer le coût qu'ils ont ensemble pour les mêmes choses qu'ils vont dans tous les cas faire dans leur région. Alors quand vous dites les mêmes choses qu'on a à faire, collaborer pour les faire ensemble, ce sont quelles choses très concrètement par exemple? Oui, il y a 3 buts dans la stratégie. C'est déjà le service pour les citoyens, comme Israël a développé le service pour les citoyens, la télémédecine. On a aussi de même structure comme Israël. On a un pays avec 9 millions d'habitants, la même surface que la France. Ça veut dire qu'on a des distances pour aller chez un docteur. Et là, il faut avoir l'innovation pour pouvoir trouver des solutions. C'est déjà beaucoup de pression politique pour avoir le bon service pour les citoyens suédois. Le deuxième, c'est pour les professionnels. Avoir des informations pour les professionnels. On a un système en place
maintenant, toutes les régions sont connectées depuis 2012 pour pouvoir avoir le dossier de la patiente. Même s'il est écrit dans d'autres parties de Suède, le docteur peut voir le dossier complet pour la patiente. Et le troisième, c'est pour le monde qui prend la décision dans le secteur santé, un support pour le monde qui prend les décisions. C'est le trois buts dans la stratégie. Alors vous avez dans cette stratégie un but qui est extrêmement clair, c'est à terme d'arriver à zéro papier. Zéro papier d'échange entre les patients, les professionnels, les patients, le système de santé, les patients, le système social, les professionnels vers le système social, etc. Oui, exactement. On a toute informatique. Chaque initiative, on calcule aussi ce qu'on gagne quand on fait ça en informatique, sans papier, au lieu de écrire un papier, avoir le papier, scanner le papier, retaper encore une fois. Et on peut calculer ce qu'on gagne quand on fait ça électronique. Et vous dites d'ailleurs que la population, les citoyens suédois, sont très très impatients de passer au tout informatique et au zéro papier. Oui, c'est un but de la gouvernement avec cette stratégie qu'on va travailler avec l'informatique pour avoir sans papier. Alors, les 21 régions s'associent à mettre des sommes importantes que vous nous décrivez sur la table pour avoir cette infrastructure informatique commune, mais à tous les services, vous imaginez ce que c'est, tous les services, tous les professionnels, tous les laboratoires, tous les services sociaux également derrière. Comment est-ce qu'elles font des économies et comment est-ce qu'elles ont leur retour sur investissement? Oui, chaque initiative, comme je vous dis, c'est calculé aussi pour que quand on utilise, on a fait des économies quand on utilise. Mais déjà aussi au début, nous avons travaillé avec l'infrastructure, on a mis de droit suédois en place. Also, on a deux choses en fondation qu'il faut être en place déjà. Mais après, on peut calculer aussi le service pour qu'il fasse des bénéfices quand il utilise le service. Et maintenant, nous sommes aussi en train de changer ce modèle financier. Au lieu d'avoir l'agent chaque année, cette somme de l'argent chaque année, on recalcule le service pour utilisation. Et comme ça, chaque organisation qui va utiliser peut calculer exactement pour utiliser ce service et qu'est-ce qu'ils vont gagner. Et comme ça, c'est plus précis. On voit quand on gagne l'argent pour utiliser ce service. Alors, on va gagner de l'argent parce qu'on va faire des économies de papier, de temps de traitement. C'est surtout ça, le temps de traitement de papier, de scan, de réponse écrite à des personnes. Comment, derrière, quand même, va-t-on payer un moment pour ce service? Est-ce que ce sont les régions qui vont payer en permanence pour cette infrastructure ou est-ce que les professionnels vont devoir payer un moment aussi? Oui, c'est ça qui est le modèle là. Also, pour l'instant, les régions, ils sont les responsabilités, ils sont l'agent avec l'impôt général. C'est ça, ils payent déjà avec l'impôt général le service. Et c'est ça qu'on fait plus efficace. Oui, l'argent tourne dans un côté, mais on la fait plus efficace et on paye pour ce qu'on utilise. Alors quand vous dites on paye pour ce qu'on utilise, ça veut dire que des professionnels, des médecins, des laboratoires vont payer en fonction de quoi? En fonction du nombre de dossiers traités, en fonction de l'utilisation de l'informatique qu'ils vont faire derrière? Oui, il y a deux systèmes. Ils vont, s'ils utilisent le service national qu'on a mis, ils payent pour avoir un abonnement de ce service. Mais après aussi, on a l'autre système. Quand ils traitent des personnes, ils vont avoir l'argent. C'est comme je dis, ils sont l'argent quand ils traitent une personne au hôpital. Et ça va aussi, on va stimuler pour qu'ils vont avoir l'argent s'ils traitent une personne par Internet aussi. Tout ce système, on est aussi en train de regarder. Donc un système gagnant-gagnant. Oui, Effectivement, je m'abonne à un service, mais comme je réalise des économies, je retrouve peux récupérer l'argent quand je traite une personne par télémédecine ou par Internet. Et les professionnels acceptent de rentrer dans cette logique? Est-ce qu'ils acceptent d'y aller? Est-ce qu'ils ne vont pas faire payer indirectement aux patients aussi les coûts supplémentaires? Nous, le patient ne paye pas. On a le droit suédois de dire que c'est le maximum par année que le patient paye. So, pour le patient, ça ne change rien. Et pour l'instant, c'est gratuit. C'est comme à Israël, c'est gratuit pour la patiente à utiliser ce service par Internet. Mais oui, peut-être chaque région peut décider que quelques services vont coûter pour la patiente, mais il y a dans tous les cas un maximum par année par patiente qu'on peut payer. Mais les professionnels acceptent, eux, de payer. Oui.
Autre cas, un peu plus au sud, un peu plus au chaud, peut-être celui de la Catalogne, où on va voir d'autres manières et d'autres modèles de télémédecine sur des projets très précis, Léonard, qui sont mis en place. Lesquels, par exemple? En Catalogne, on est, je dirais, en train de mettre le gazon en place encore. Hein, c'est-à-dire, en France, je ne sais pas s'il y a de l'herbe verte. En Catalogne, on est en train de planter le gazon. Hein, on est peut-être plus tard de ce qu'on voudrait, hein, puisque c'est déjà l'été qui est arrivé, et on va un petit peu en retard, peut-être. On a la volonté de réussir que l'information des systèmes médicaux puisse être partagée. Alors, on a quelques solutions qui ont sorti ici, disons, dans les deux exemples que vous avez présentés, autant les Israéliens comme le Suédois. La première chose, c'est le patient, la personne, l'individu, peut avoir l'information de son information médicale et il peut la trouver sur Internet sans aucun problème. C'est-à-dire, je me log, je suis Léonard et j'ai mon information médicale, c'est-à-dire j'ai la disponibilité de mon information. Je n'ai pas besoin d'avoir un papier avec ce qui s'est passé quand j'ai été chez le médecin. Ça, c'est une première solution qui existe. Je peux y accéder et je ne paye pas pour accéder à cette information. C'est un service public, c'est, disons, inclus. La deuxième chose sur laquelle on est en train de travailler, c'est de dire, d'accord, on a notre information médicale, c'est ce qu'on appelle le cartable personnel de santé, c'est-à-dire tu peux arriver à ton information médicale, et on est en train de changer le concept de cartable d'information à channel d'information. Qu'est-ce que c'est un channel d'information? C'est une place où moi je donne de l'information et le système me donne de l'information. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement j'ai l'information de ce qui m'est passé, mais je introduis de l'information pour le système. C'est-à-dire, par exemple, si je suis diabétique, je pourrais introduire l'information des mesures que je prends à la maison, je les introduis dans le système et le système peut avoir cette information qui est introduite par l'individu. Ceci est très relié à ce que ce serait les applications mobiles, les applications portables sur le téléphone portable, les smartphones et les tablettes. L'idée, c'est de pouvoir avoir l'utilisation des applications qui puissent être faites par des institutions qui sont externes au département de santé et qui puissent nous donner des avantages pour des questions, disons, concrètes. Et l'idée, c'est de pouvoir certifier quelles sont les applications qui vont être, disons, bonnes, si vous voulez, pour que l'utilisateur, le citoyen, puisse savoir que ces applications sont des applications bonnes pour, par exemple, la diabète. Et sur ces exemples que vous nous donnez, pareil, quel est le business model donc ce qu'on appelle ici quasiment le DMP, même s'il n'a jamais vraiment émergé ou vu le jour comme c'était imaginé, de ce document informatique, de ce dossier informatique auquel j'ai accès, moi, en tant que patient, apparemment gratuitement, ou de ce channel, ce canal d'échange de santé qui paye derrière? Pour l'instant, on est au début de l'histoire. Pour l'instant, c'est, disons, le système qui paye et le système qui essaye, le système public de santé, qui essaye de réussir à que tout le monde utilise, disons, le système. Cette possibilité que le citoyen accède à l'information, on est aussi en train de mettre des projets pour que les hôpitaux échangent de l'information et cette information soit numérique. L'idée, c'est de réussir à que tout le monde utilise, disons, le numérique. Mais je reviens, Léonard, quand même sur ma question du business model. On a, par exemple, ce qu'on a entendu en Israël tout à l'heure, on a une baisse très significative des acceptations aux urgences, donc des économies réelles qui sont faites. En Suède, parmi les objectifs que nous a donné le zéro papier, en fait, d'arriver à échanger plus facilement, à perdre moins de temps à traiter les papiers. Donc derrière, on a un retour sur investissement et au passage, on voit comment une innovation chasse une manière de fonctionner, la remplace et est plus efficace. On ne superpose pas les choses. Là, en Catalogne, le système public propose ce dossier informatique, ce channel, par exemple, d'échange. Est-ce que ça va chasser autre chose? Ça prend la place d'autre chose? Ou à terme, qui va payer? Est-ce que ça sera une dépense supplémentaire permanente pour le système de santé public? En principe, pour l'instant, ce qu'on est en train d'essayer, c'est que les gens utilisent et après, on verra quel sera le business model pour maintenir, disons, les applications.
par exemple, dans les échanges entre les centres, ce que le gouvernement est en train de proposer, c'est que pour que les centres de santé, les hôpitaux qui reçoivent de l'argent pour les patients qui rentrent dans les urgences, pour pouvoir recevoir l'argent, les informations qu'ils introduisent doivent être codifiées d'une façon concrète. Alors ça, c'est une façon de forcer, si vous voulez, à que les centres commencent à être dans le numérique. Dans une deuxième étape, on définira quel sera le modèle et on dira si vous avez tel patient, vous recevrez ça, ou si vous en avez moins, vous payerez plus ou moins. Mais cette définition, elle n'est pas encore faite. On est dans le moment de réussir à que les centres et les personnes utilisent les applications numériques. Donc, et dans après, un changement de culture. Changement de culture. Alors, le changement de culture, pour l'instant, c'est l'administration, disons, qui soutient. Clémence Mapin, quel regard de la part du ministère par rapport à des exemples, vous voyez, très différents, des business models un peu plus aboutis comme en Israël, d'autres qui se cherchent encore, qui s'imaginent, d'autres qui sont bien dessinés aussi comme en Suède. Quel regard, vous, de la part du ministère de la Santé ? Alors, ce qui est intéressant dans les interventions qu'on a eues, c'est qu'on est à la fois sur le champ de la télémédecine, mais pas que. On touche aussi à la télésanté et plus largement à la e-santé. Vous faites bien la différence entre les deux. Voilà. Un des sujets, en tout cas sur lesquels on œuvre particulièrement en ce moment en France, c'est spécifiquement le champ de la télémédecine. Donc la télémédecine, c'est la réalisation d'un acte médical à distance. Donc ça va bien au-delà des outils de coordination entre professionnels de santé. Vous avez cité le DMP, auquel peut faire penser les exemples évoqués par les collègues d'autres pays. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, et en tout cas qui focalise nos énergies, c'est le sujet de la réalisation d'un acte médical à distance. Pourquoi ? Parce qu'on fait le pari qu'il y a un gain net pour à la fois les pouvoirs publics, à la fois le patient et à la fois le professionnel de santé. Ce pari, on le fait au moment où on voit le nombre de patients souffrant de pathologies chroniques fortement augmenter, se développer. Et on sait clairement que le recours à la médecine pour ces patients-là influe fortement sur leur qualité de vie. Donc la télémédecine est une façon pour eux d'être pris en charge tout en maintenant une qualité de vie notable. Donc c'est un intérêt déjà net pour le patient. C'est un intérêt aussi pour le professionnel de santé qui, grâce à la télémédecine, va pouvoir avoir une prise en charge collective, pluridisciplinaire, avec des confrères et autres professionnels de santé. Donc on fait aussi, et c'est ce que l'on constate sur les projets de télémédecine qui se sont développés aujourd'hui, d'une adhésion forte des professionnels de santé qui y trouvent un intérêt pour un exercice collectif de la médecine qui devient sécurisant. Le troisième levier, donc, c'est celui pour les pouvoirs publics, qui a un levier également d'efficience, d'économie, grâce au recours à la télémédecine. Et c'est l'un des objectifs que l'on poursuit actuellement grâce à une expérimentation sur un modèle de rémunération de la télémédecine. Donc on est en train de tester des tarifs prototypes un petit peu préfigurateurs. Par exemple ? Pour rémunérer des actes de télémédecine. Alors, on s'intéresse à différents actes de télémédecine. Il y a 5 actes aujourd'hui qui existent en France, qui ont été consacrés par la loi et le règlement depuis 2010. On s'intéresse plus particulièrement à la téléconsultation, qui est la prise en charge d'un patient à distance par un médecin. On s'intéresse à la téléexpertise, qui est un échange entre 2 médecins pour prendre en charge un patient. Et on s'intéresse à la télésurveillance, domaine privilégié pour les patients atteints de pathologies chroniques. Donc on est en train de construire des tarifs préfigurateurs sur des prises en charge qui ont retenu notre attention de par des données de prévalence notamment. Donc ce sont la prise en charge des plaies chroniques et complexes, la prise en charge gériatrique et psychiatrique pour des patients qui résident dans des structures médico-sociales, particulièrement des maisons de retraite, et puis la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque et de l'insuffisance rénale chronique. Donc c'est ces prises en charge-là sur lesquelles on est aujourd'hui en train de changer de paradigme, c'est-à-dire de tester une rémunération à l'activité,
à l'activité, ça veut dire soit à l'acte, soit au forfait, alors que jusque-là, la télémédecine était un champ réservé à un financement par voie de dotation. On a investi des sommes assez importantes. C'est pour l'assurance maladie et l'État 40 millions d'euros annuels qui sont consacrés pour un financement par voie de dotation à la télémédecine. À ces fonds-là s'ajoutent ceux du Commissariat général à l'égalité des territoires, ex-Datar. S'ajoutent aussi les fonds de l'Union européenne, FEDER. Ce mode de financement-là par dotation, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il a réussi à permettre le développement de la télémédecine. Fin décembre 2012, on recensait plus de 330 projets de télémédecine, mais il n'a pas nécessairement réussi à embarquer tous les professionnels acteurs de la télémédecine. Beaucoup d'expérimentation, mais on n'a pas généralisé derrière. Alors, plus que ça, je dirais que le modèle de financement, tel que je vous l'expliquais, a permis massivement de mobiliser les experts qui exercent en structure hospitalière. On a 96% des projets de télémédecine qui impliquent un centre hospitalier. Et on en a plus de la moitié, 53%, qui n'impliquent que des hôpitaux. Donc, aujourd'hui, au vu des intérêts pour les patients professionnels que j'ai évoqués, l'une des cibles privilégiées, c'est bien évidemment les professionnels qui exercent en ambulatoire, on dit, donc en ville, ou en structure médico-sociale. Alors là, on comprend bien qu'il y a aussi un business model qui se cherche. Vous dites, on réfléchit à une cotation, à une rémunération de certains actes, comme les plaies, certains actes d'expertise. C'est une revendication aussi des professionnels qui font ces actes depuis longtemps, qui disent, nous, on a été pionniers, on a été précurseurs, on a fait des expérimentations. Maintenant, on demande aussi à être rémunéré pour ces actes supplémentaires. J'ai envie de dire, tant mieux pour eux, mais ça va faire des dépenses supplémentaires pour vous. Lorsque l'on voit un exemple comme en Israël, que nous décrivait Lior Wolf tout à l'heure, où on a une chute, là, pour le coup, significative et des économies, nous a-t-il dit, extrêmement importantes par ce filtre avant d'aller aux urgences pédiatriques. Est-ce que vous imaginez demain qu'en France, ce système puisse être appliqué ? Alors, le système israélien a déjà des jumeaux en France, quelque chose peut-être un peu moins appuyé sur les dernières technologies de l'information et de la communication, mais le centre 15 qui régule l'accès aux urgences est déjà dans cette logique-là, et c'est d'ailleurs l'un des 5 actes de télémédecine qui ont été reconnus que la régulation médicale. Mais peut-être avec une diminution quand même pas aussi forte, pas aussi nette qu'une vraie visite, comme ce qu'il me dit, avec de la visio derrière, le DMP, la possibilité de voir l'enfant malade ou autre, qui là rassure les parents et fait que le déplacement aux urgences devient peut-être moins important pour eux, et puis aussi la sanction financière si on va aux urgences alors que ce n'était pas justifié. Oui, alors on peut transposer le raisonnement sur la cible que je vous évoquais, qui sont les patients atteints de pathologies chroniques, dont on sait qu'aujourd'hui, il y a des recours aux soins qui pourraient être évitables, des hospitalisations évitables, dont on sait, je pense aussi aux personnes âgées qui sont hébergées dans une maison de retraite, il y a des transports évitables pour des recours à des spécialistes, quand une prise en charge peut être faite au plus près du patient. Et ce sont autant de gisements d'économie que l'on cherche donc à évaluer au moyen de cette expérimentation où on va tester des tarifs prototypes et en regard observer quelle est l'économie potentielle, quelle est l'amélioration du service médical rendu et mettre en balance ces différents éléments. Au niveau de l'informatisation, on a 2 exemples assez intéressants. Celui de Suède, on va aller vers le zéro papier, donc ce qui veut dire un DMP, un dossier médical qui soit très efficace. On est même au-delà de ce dossier, on est dans l'échange avec les professionnels et les patients. On a la Catalogne aussi, où on est au-delà du dossier médical, puisqu'on est aussi dans du channel, donc de l'échange, dans un changement de culture de la part des hôpitaux, des professionnels de santé. En France, on voit le DMP, je reprenais un rapport en début d'année, 500 millions d'euros dépensés, 500 millions pour moins de 500 000 dossiers créés. Est-ce que sur cet aspect-là, comme sur d'autres, on n'a pas tout simplement décroché par rapport à ce qui se passe ailleurs ? Alors, je ne suis pas certaine que les expériences soient totalement comparables entre ce qui s'est fait en France et ce qui est fait dans les autres modèles, parce que le DMP en France, c'est un dossier médical personnel, avant d'être un dossier médical partagé, donc il faut aussi comparer des choses comparables. Bon, il y a des discussions à ce sujet et les choses peuvent être amenées à évoluer. Ce serait moins personnel, le dossier ?
Je ne sais pas, enfin, il faut voir ce qu'il en adviendra. À ce jour, il n'y a pas comment dirais-je, d'orientation pour ne plus en faire un dossier médical personnel. Mais l'enjeu, on l'a vu dans l'exemple qu'il soit espagnol ou suédois, c'est le partage. Pourquoi ? Parce que la coordination a un coût. La coordination a un coût en euros, hein, très clairement, mais aussi un coût en qualité du service médical rendu. Et c'est ça, aujourd'hui, que peut permettre la télésanté et l'e-santé largement, et la télémédecine plus particulièrement, c'est réduire ce coût de la coordination entre professionnels de santé. Je reviens sur les urgences, toujours par rapport à comment Israël, et je redonnerai la parole à Lior Wolf dans quelques instants. Vous me disiez que vous n'étiez pas convaincu que finalement l'urgence était le terrain le plus adéquat pour aller tester de la télémédecine de cette manière. Je me suis peut-être mal fait comprendre. L'urgence peut être un lieu privilégié de développement de la télémédecine. D'ailleurs, la première priorité qui a fait l'objet d'un développement depuis maintenant 2 ans en France, c'est une prise en charge en urgence qui est la prise en charge de l'AVC, pour laquelle aujourd'hui, après 2 ans d'accompagnement de projets pilotes, on est capable de tirer des conclusions sur une amélioration de la prise en charge des patients, mais aussi sur une structure de coût induite par la télémédecine ou une structure d'économie, plus globalement. Donc je ne suis pas aussi tranchée que ça sur l'urgence. Ça a d'ailleurs été notre première priorité. Je retourne vers Lior Wolf. Comment, lorsque vous avez présenté ce projet d'urgence, de filtres urgence et puis éventuellement de systèmes de financement différents pour les parents, comment est-ce que tout cela a été reçu au départ par les professionnels de santé, par les médecins? Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur de perdre en qualité de soins? Et par les parents, est-ce qu'ils n'ont pas eu peur d'être un petit peu prisonniers, de ne pas aller aux urgences aussi facilement? Well, I must say that first, in response to something that we've heard from the Catalonians and the Swedes, we've had an electronic health record for the past 10 years. And the way we look at it, maybe this is an answer to the French as well, is that the medical data is not ours, is not Clalit. It belongs to the patient. So we just have to, I don't know, put it out there and let them dig in a way and do whatever they want with it. It's theirs. And if we're taking into account the current buzzwords of patient activation measures and patient-reported outcomes, then it's your information. Know what to do about it and become involved. And but the reaction of the medical establishment at Clalit was they were appalled. I mean, they were appalled. They were flabbergasted. They said that this is not the way to do medicine and this is horrible. And of course, today it's one of the jewels in the crown of Clalit, because I must say that Professor Yehezkel Weissman, who's the medical director of the service, is a very prominent pediatrician in Israel. He runs the emergency department at the Schneider Children's Hospital in Tel Aviv, in the suburb of Tel Aviv. So it was very helpful. And the way we started was very, very slowly. We just did it triage at first. Go to the ER now or wait until the morning. And then we slowly evolved. And the parents were, the parents really loved it from the get-go, because it gives them a solution. And Israel is a society of early adopters, with the South Koreans and maybe the Japanese as well. Everything new people have to have, so we have vast numbers of smartphones and iPads, and so people are keen to actually use them to a beneficial cause. And I'm amazed to hear that
you know, some of the European countries actually pour millions of euros every year into development of these telehealth services because we get nothing from the government. And we do it in order to stand out because although we're a non-profit organization, there are 3 other HMOs in Israel, and we have to stand out and give better service and also find solutions to our customers. And in this respect, in a country where in Israel, in some parts of Israel, you can wait for 30 days or 40 days to see a dermatologist. And most likely, if you go to that dermatologist, he would say, take this ointment, rub it here for 2 weeks, and if it doesn't go away, come back. I mean, do you really need to wait 40 days to hear this answer, or can you do it over the phone? Or over video chat, or something that he can actually look at the rash and say, okay, and distinguish it. I mean, these things have to be done slowly, and they have to be done thoughtfully, and they have to be done carefully. So I'm not calling for open heart surgery via iPhone to start with, but there are so many things that we can do. And hopefully, we would convince our government not to oppose them and maybe even invest in them. Lior Wolf, qui a un enthousiasme qui est communicatif, en tout cas, qui nous arrive de Tel Aviv. Anadel Donbavent, pour vous qui êtes conseillère auprès de la présidence de la Fédération nationale de la mutualité française, vous qui êtes d'ailleurs médecin de formation, est-ce que vous auriez été parmi les médecins israéliens qui criaient que c'était horrible de devoir passer par ce filtre des urgences et qu'on ne pouvait pas faire un soin correct de cette manière ou un pré-diagnostic correct? Alors, c'est vrai que pour les médecins, changer les pratiques, c'est compliqué. Même si la connaissance médicale évolue extrêmement vite et donc ils ont aussi l'habitude quand même d'être confrontés à des changements. Mais c'est vrai que les changements de pratiques sont compliqués. Ceci dit, aujourd'hui en France, on voit que la réticence envers la télémédecine, le fait que les médecins ne se sont pas précipités, c'est aussi parce qu'on n'a pas de modèle économique, il n'y a pas de modèle de tarification. Alors c'est vraiment intéressant de voir qu'on est en train d'élaborer un modèle de tarification, puisque on sait bien que sans modèle de tarification, c'est un frein aussi aux études économiques. Hein, le rapport de la Haute Autorité de Santé l'a bien montré. Et c'est aussi un frein aux études d'impact de cette télémédecine sur l'état de santé de la population et d'impact sur les finances. Et donc on tourne un petit peu en rond parce que sans études d'impact, les décideurs ne prennent pas de décision sur les modèles de tarification. Donc voilà, donc c'est bien de pouvoir en sortir. Et là, vous avez un décideur non gouvernemental, par exemple, comme en Israël, qui lui a pris sa décision, budget, voilà. Pas budget, j'y vais, j'impose une nouvelle manière de faire, quoi. Oui, mais sans doute il a aussi le retour sur investissement parce qu'il diminue ses coûts de prise en charge de ses patients et ce retour sur investissement est direct pour lui. Alors que pour les mutuelles, ce serait sans doute pas le cas. Donc il faut voir qu'en France, on a un système avec 2 payeurs. Donc le retour sur investissement pour l'assurance maladie serait sans doute vrai, mais ça reste encore à démontrer, hein, parce que, encore une fois, pour revenir au rapport de la HAS, on voit qu'il y a une minimisation des coûts pour certaines prises en charge par de la téléconsultation, enfin notamment des consultations pour les détenus par exemple, qui est un des exemples où on montre qu'il y a une vraie minimisation des coûts, pour les personnes âgées aussi, parce que ça évite des coûts directs et des coûts indirects en termes de stress, en termes d'attente, en termes de... Voilà, donc il y a aussi, c'est un vrai sujet de santé publique, d'organisation, et je pense que justement, la télémédecine, la e-santé, c'est plus un sujet organisationnel qu'un sujet financier. Parce qu'on l'a vu, il y a énormément d'argent qui est injecté dans la télémédecine. Enfin, donc on n'a pas un problème financier derrière, quoi. Il y a un problème organisationnel d'abord, et ensuite, le système de financement va s'adapter. Mais il faut revoir les organisations de soins. Ça va modifier complètement l'accès aux soins primaires, l'accès aux soins spécialisés. Et ça, c'est vraiment pour demain. Donc, bien sûr, quand on a toutes les manettes, on peut prendre la décision de mettre un budget pour réduire les coûts derrière. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour les mutuelles, même si elles aimeraient bien pouvoir le faire. Il y a une chose que vous me disiez en préparant cette table ronde, qui est une évidence, mais c'est bien de le rappeler. Le progrès médical implique à un moment ou à un autre de renoncer au passé. On voit bien, par exemple, en Suède, on va renoncer au papier, on va faire d'une autre manière, on va faire des économies derrière. En tout cas, ils espèrent faire des économies de temps, de papier, d'envoi, de tout ce que l'on veut.
Et vous dites aujourd'hui en France, on tente de financer le progrès et en même temps on maintient le passé derrière. Oui, on maintient le passé. On a du mal à changer les pratiques. On voit bien, je me réfère encore à un rapport, mais le dernier rapport chargé-produit de l'assurance maladie montre bien qu'il y a énormément d'économies à faire en changeant les pratiques, en baissant par exemple le nombre d'IRM fait des membres inférieurs. En France, on est à 40% d'IRM pour les membres inférieurs dès qu'on a un problème au genou, par exemple, alors qu'on est à 8% en Allemagne. Donc ce différentiel est énorme. Donc il faut renoncer à des pratiques, des mauvaises pratiques et des pratiques aussi du passé. Est-ce que la sanction financière, comme en Israël, si je refuse de passer par ce système et que je vais directement aux urgences et que ce n'est pas justifié, eh ben, je paye très cher. Ouais. Ça, c'est extrêmement moderne comme façon de faire. Je pense qu'en France, on en est loin, parce que la sanction financière, c'est renoncer aussi à des droits. Le droit d'aller aux urgences à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Et en France, on est quand même assez loin de ce type de pratique. Voilà, on essaye aujourd'hui, les mutuelles essayent de réguler le système en demandant, au travers des contrats responsables et solidaires, d'avoir des plafonnements, de plafonner les dépassements d'honoraires, de plafonner le prix des lunettes. Voilà, aujourd'hui, on considère que le curseur est encore trop élevé. Donc, on essaye de réguler le système comme ça, mais on n'a pas encore ce système de sanctions si on va pas dans le... D'ailleurs, le dernier exemple en date, c'est la ventilation pour l'apnée du sommeil, où la sécurité sociale a essayé de sanctionner les gens qui n'utilisaient pas la machine parce qu'elle coûte très cher. Et les associations de patients sont montées au créneau et finalement, ils ont été obligés de renoncer à la mesure. Donc c'est compliqué en France. Donc table ronde bien internationale, vous l'aurez vu, entre Israël, la Suède, la Catalogne et bien évidemment la France et Castres. Merci aux 5 participants, je pense qu'on peut les applaudir pour leur témoignage et la diversité des situations et des business models qu'on a pu apercevoir. Si vous avez aimé le contenu de cette table ronde, n'hésitez pas à diffuser auprès de vos confrères, de vos collègues, à revoir sur la télé de la e-santé. Merci, à bientôt.